Bon, ben, c'est assez simple, Serge, c'est un petit jeune qui démarre, quoi. C'est le gars on sent le potentiel, mais bon, tu sens il faut qu'il travaille encore un peu. Et puis, puis après, donc il va me mettre un marron. Voilà, un peu le genre de relation. C'est quelqu'un, alors je vais être sérieux 2 minutes, que j'ai vu sur les planches, et je crois que personne m'a fait autant rire que lui. Je t'ai peut-être jamais dit, je crois à l'accessoire d'en face, je t'ai vu une fois, je crois que je suis tombé de ma chaise. J'en chialais de rire. Puis un jour, on m'a dit tiens, tu vas aller tourner avec lui. Et du coup, j'ai pas dit non. On s'embrasse ou du coup? Non, mais bon, parce que est-ce que ça va en train de dire que tu es plus jeune que moi, là, globalement? Alors, non, mais ça se joue à quelques mois, donc on va pas. Ok, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Et là, tu m'as présenté, c'est fini. Voilà. Alors, on peut aller plus loin. Hein. Petite, oui. Vas-y, je sais pas, mais vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Des trucs que je suis intelligent, que non, mais ça, je peux pas le dire. talentueux. Non, il faut des trucs que je pense. Tu veux pas dire ça? Il faut quand même des trucs qu'on pense. Donc, Oui, c'est vrai, mais tu as raison. Et moi, je le présente, lui. Lui, je l'ai connu, donc il avait des dents, il avait des couches-culottes, il s'est encore pipi dessus, etc. et tout. Et j'ai vu tout de suite qu'il avait une certaine capacité humoristique. Enfin, il se pissait dessus, mais avec une certaine aisance, un certain talent. Blague à part, je crois que moi, je l'ai découvert bien évidemment dans Kaamelott. Quand on a tourné les premiers épisodes de Kaamelott, on nous a dit, bon, ben là, t'es plus tout seul, il y a un autre mec qui arrive, c'est qui ce grand fifre-là, parce qu'il est plus grand que moi, ça m'agace, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Et il s'est passé un truc très, très simple, c'est-à-dire qu'on est tombé en amitié. L'humanité s'est tout de suite fait sentir. Alors, je suis très sérieux. Après, je veux dire des conneries, hein, mais pour l'instant, j'essaie d'être sérieux un petit peu comme ça, parce que c'est rare qu'on se trouve des frangins naturels, comme ça, je veux dire, quoi, voilà. Donc, en fait, il le sait pas, mais on a la même mère, on a le même père, mais lui, il sait pas. Il croit que sa mère et son père, ça fait bon, donc, on s'est trouvé, on est tombé en amitié comme ça, naturellement, dans le rire, dans le plaisir, dans tout, certaines choses dont on ne parlera pas ici, je veux dire, dans des excès, quoi, excessifs, bien évidemment. Et on s'est trouvé en osmose, voilà. Ce qui fait qu'on a fait on va en parler peut-être un peu après, mais pas mal de choses ensemble. Pourquoi? Simplement parce qu'on a du plaisir à être ensemble. Et même si je suis un petit peu plus jeune que lui, j'accepte les personnes d'un certain âge, voilà. Mais quand elles ont cette humanité-là. Ce monsieur est un être humain, voilà. Alors, en anglais, on est human being. Voilà, human being, bean, ça veut dire haricot. Et humain, ça veut dire humain, quoi. Voilà. Merci pour ces présentations. Ils en prient. On y va, parce que moi, j'ai un autre truc. Pour ces présentations parfaites. Avant de parler de votre rencontre et de votre amitié, j'aimerais savoir, vous êtes 2 hommes de théâtre, et j'aimerais savoir quel est votre premier souvenir à chacun en lien avec le théâtre ou le fait de jouer à la comédie. Quel est, selon vous, en quelque sorte, le début de votre carrière, finalement, ou de votre amour pour le théâtre, quoi? Alors, j'y vais. Alors, moi, en fait, c'est pas un accident, parce que je crois pas qu'on choisisse ce métier, je crois. Alors, on va être très sérieux au départ, hein, bon. Mais après, ça va déraper des fois. Je crois pas qu'on choisisse ce métier, surtout dans l'humour. C'est ce métier qui nous choisit un petit peu quand même, quoi, je crois. Donc, moi, j'ai écrit mes premières pièces de théâtre, j'avais 16 ans. J'en ai une que je garde, elle est toujours chez moi, je montre à personne, ça me ferait honte, hein, mais bon, voilà. Et qui s'appelait d'ailleurs Pourquoi? Parce que, entre-temps, je suis monté une pièce bien plus tard, parce qu'il y a quelques années, qui s'intitulait comme ça également. Donc, l'envie de faire ça, c'est quelque chose qui te prend comme ça, prendre une guitare, jouer du Brassens, écrire une pièce. Je parle de ma génération, hein, bien sûr. Donc, moi, c'est plutôt ce métier qui est venu à moi, sans m'en rendre compte vraiment. J'ai fait plusieurs boulots, j'ai commencé les études de médecine, je veux être vétérinaire. En fin de compte, je crois que je fais le même boulot parce que je soigne pas mal d'animaux qui viennent me voir et que je fais rire. Je les soigne par la thérapie du rire. Et puis moi-même, j'en suis un d'ailleurs. Et je veux dire, j'ai fait plusieurs boulots avant, etc. Mais très rapidement, puis ça fait quand même 51 ans cette année que je suis sur scène. Pardon? Ah, j'ai entendu un peu, j'ai l'impression que tu te moquais, je sais pas, j'en ai l'impression, moi. Non. Donc, vas-y. Voilà. Donc, voilà, c'est plutôt le métier qui est venu. J'ai pas un premier souvenir. Je peux pas te dire, j'ai vu telle pièce, avec un gars qui jouait. À partir de là, j'ai dit non. Moi, ça m'a pris, j'avais à peu près 16 ans, 17 ans. J'écrivais des poèmes comme tout le monde, j'ai l'impression, à 16 ans, voilà, tout comme ça. Mais une pièce réelle que j'ai toujours, donc ça prouve bien que
J'avais cette envie en moi, sans même savoir exactement de quoi il s'agissait. Et après, naturellement, après plusieurs boulots, très rapidement, on a décidé, une génération où on pouvait se permettre de dire, allez, à partir de septembre, on fait plus que ça. Je parle des années 70. Voilà, belle époque au demeurant. Ça s'est fait naturellement, on a dit, on va faire du théâtre. Ah bon? Oui, oui. Sauf que j'étais avec une femme qui était d'accord, on est partis ensemble, etc. Voilà. J'ai pas de, c'était en moi dès le départ, je crois. Voilà. Mais c'était trop long comme réponse. Non, c'est pas mal. Toi, tu préfères quelque chose de court, par contre. Oui. Non, mais moi, j'ai mon premier contact avec le théâtre. J'avais écrit une pièce qui s'appelle Pourquoi parce qu'un Grenoblois m'a piqué. Bon, ben, après, je l'ai cherché. Non, moi, ça a été très simple. Je suis allé une fois à l'Accessoire, qui est un café-théâtre à Lyon, comme spectateur. Et à la fin, on a discuté avec les gars du théâtre et ils nous ont dit, vous êtes bien marrants tous les trois copains. Et un mois après, on reçoit l'équivalent de Lyon Poche, qui était un journal de sortie. Et ils nous avaient programmé un mois après. On s'appelait la troupe Ninon parce que c'était la Saint-Ninon. Il nous a dit, on a trouvé votre nom de troupe, c'est Saint-Ninon, c'est la Ninon, et vous allez jouer 3 mois. On a dit, mais nous, on n'est pas comédiens. Et on avait donc un mois pour écrire un spectacle d'1 heure. Je crois que j'ai rêvé de me faire renverser par un bus. Enfin, je crois que le trac, j'ai jamais connu à ce point-là. Et c'était mon premier contact avec le théâtre. Et après, bon, ça m'a plus quitté, quoi. Alors, quand même, petit complément de réponse. On est dans une ville quand même comme Lyon, mais une Grenoble qui à l'époque était très, très théâtrale. On baignait dans cet univers-là, qui était un univers du comique, mais aussi du théâtre un peu plus théâtre public, comment dire, voilà. Pas que du théâtre privé, voilà. Il y a cet univers-là aussi qui s'est créé assez rapidement, quand on avait 20, 21, 22 ballets, quoi. Il y avait beaucoup de théâtre à Grenoble, c'était une ville phare un petit peu aussi en France, etc. Voilà. C'était un petit complément, surtout à Lyon, enfin bon, c'est pas grave. Non, c'est surtout à Grenoble. Grenoble, c'est à Lyon, il n'y a pas grand-chose, à part de la bouffe. On fait du gradouble, voilà, c'est tout. Des noix. Bon. Voilà, c'est ça. On est entouré de montagnes, on a un téléphérique. Voilà, mais tais-toi, parce que là, il n'y a plus de pellicule, il n'y a plus de pellicule. On a un téléphérique, Voilà. Non, c'est dingue, cette ville. Voilà. Du coup, de ces premiers... Vous avez une équipe de foot, vous? Non. Continue, pardon. Non, du coup, de ces premiers souvenirs, vous êtes arrivé sur le tournage de Kaamelott, et donc c'est là que vous vous êtes rencontrés. Il y a déjà Serge qui a commencé un peu à nous raconter cette première rencontre. Vous pouvez nous la raconter un peu plus en détail, du coup, qu'est-ce qui s'est... Parce qu'effectivement, on a pu comprendre que l'alchimie est arrivée assez vite. Moi, c'était un coup de foudre. Ouais, ben moi, au début, ça n'a pas marché comme ça. Ouais. Ah ouais. Il sentait très fort, parce que c'est un garçon qui ne se lavait pas beaucoup. Donc, j'ai dit, il m'a dit non, c'est pour le spectacle, c'est pour le tournage Kaamelott. On m'a dit, ça se passe au Moyen-Âge, tout ça, d'accord. Alors, au début, j'ai été un peu repoussé. Puis après, j'ai vu qu'il se lavait, j'ai vu qu'il avait le mollet nerveux. Donc, il m'a intéressé. Ça t'a plu, quand même, hein? Ça t'a plu? Ça m'a plu. Ça t'est. Alors, je reconnais que c'était un peu un sens unique au départ. C'est moi qui suis tombé très amoureux. Voilà. Non, mais c'était la situation, sérieusement, deux ans aussi, parce que c'est vachement important comme question. Hein? Oui, me touche par le truc. Je veux dire, voilà, c'est que c'est vrai que, comme lui, étant plus jeune que moi, il m'avait vu, moi je l'avais jamais vu jouer. Lui, il m'avait vu jouer, donc la notion n'était pas la même. Moi, je l'ai découvert, c'est là, il m'avait expliqué d'ailleurs qu'il était venu me voir. Là. Tu crois que j'étais un de tes fans, toi? Voilà. Un petit peu, quand il m'a fait signer ton slip et tout, quand même, bon. Donc, c'est quand même, c'est pas tout le monde qui fait ça. Tais-toi, c'est moi qui parle. Donc, je veux dire, voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce côté-là, moi, je l'ai découvert, mais le feeling a été sérieusement immédiat. D'abord parce que, alors là, je suis sérieux 2 secondes, le rôle que nous a écrit Alexandre Astier était vraiment fait pour nous, il faut dire ce qui est, mais je crois que le résultat n'aurait pas été aussi marrant s'il n'y avait pas eu entre nous quelque chose, ce que j'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'humain qui se passe, et ça a été le cas, voilà, donc... un feeling, le feeling, ça se discute pas, quoi. Alors, hein, je veux dire, le feeling, c'est ça. On peut très bien. On n'a pas discuté pendant 2 ans en disant qu'est-ce que t'aimes comme. T'as lu quoi comme roman, toi? Qu'est-ce que t'aimes comme film? On s'est pas dit ça. Simplement, il s'est passé que dans les 3-4 rigolades, 3-4 conneries, on était aussi cons, hein, Claude. Voilà, en gros. Je crois que c'est ça qui nous a. Ça résume pas mal. Ça résume pas mal la situation. Bien. Donc, dire qu'on riait. Tu vois, c'est plus court et on comprend ça. Voilà. Non, mais blague à part, il y a eu un feeling. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Ça se discute pas. C'est alors. Vas-y, parle. Mais je suis d'accord. De toute façon, c'est vrai que ça a été une rencontre. On s'est tout de suite bien entendu, ça fait con de dire ça, mais c'est tellement vrai en plus. Il n'y a pas grand-chose à raconter parce que ça a été limpide, ça a été simple. On s'est vu, on s'est marré. On n'a pas dit effectivement comment tu vois le personnage. Moi, repars, je le vois plus intériorisé. Toi, j'aimerais que tu prennes plus de distance. Non, je crois qu'on a dû aussi. On s'est concerté 14 secondes et on a joué, quoi. Il n'y a pas eu, oui. Enfin, on n'est pas des grands intellos.
Voilà. Non. Bon, voilà. Mais je crois pas que les très grands acteurs, ceux dont nous sommes, bien évidemment, sont des très grands intellos. Je crois pas qu'on puisse prendre ce métier. C'est un métier qui c'est comme tout ce qui est artistique, c'est un truc d'instinct. C'est comme une peinture. On regarde un tableau, ça part du bide et du cœur. S'il faut que ça parte de l'intellect d'abord, les trucs, pour se dire après, analysons. Non, on analyse après si on veut. Mais une musique, on entend une musique, on la prend en plein cœur. On voit un tableau, on prend en plein cœur. On voit quelqu'un, on prend en plein cœur. On voit des gens, on prend en plein cœur. Après, on peut analyser après. Mais s'il faut analyser avant, effectivement, c'est pas notre fort. C'est pas notre point fort. Ça calme quand on dit des jolies phrases comme ça d'intelligent. C'est pas notre point fort, voilà. effectivement, de montrer à tout prix qu'on est intelligent. On le cache bien. Oui, c'est vrai qu'on le cache bien. Hein. On arrive à le cacher assez bien. On arrive à le cacher assez bien. C'est comme notre tendresse, quoi. Il faut surtout pas que les gens sachent qu'on est des gens sensibles. Arrête tes conneries. Voilà. S'ils savent qu'on est des gens sensibles et puis qu'on est intelligent, il faut surtout pas qu'ils sachent. On va avoir des problèmes avec cette interview, je te le dis, on va avoir des problèmes. Voilà. Avant vous, dans ce format, il y a Joël Sevilla qui est passé ici. Et j'allais poser une petite série de questions que j'aimerais vous poser à vous aussi. Comment Alexandre Astier vous a présenté le projet Kaamelott? Comment il vous a présenté vos personnages? Et étant donné qu'il écrit des rôles sur mesure pour les acteurs, en quoi, selon vous, c'était des rôles pour vous? Alors, la série, le personnage, il ne me les a pas présentés parce que je suis venu en... Au départ, il y avait Serge tout seul. Il dit, je comptais mettre un deuxième paysan. Et puis, il s'est dit, si tu viens, je pense à toi pour faire un rôle récurrent, donc du deuxième paysan qui cherchait depuis un petit moment. Et ça s'est fait comme ça, mais vraiment en 48 heures. Donc, la présentation était express. Et ensuite... En quoi c'était fait pour moi? Je sais que lui, c'est un garçon qui fait son casting toute sa vie. Quand il voit des gens, il stocke dans sa tête et il écrit pour eux après. Donc, c'est pas étonnant. Le connaissant, il a toujours fait un peu comme ça. Moi, c'est quasiment pareil. Moi, il m'a appelé pour me dire, on se vous voyait à l'époque, mais j'ai un rôle pour vous, etc., dans un projet que j'ai. C'était pas encore, voilà. S'il m'avait vu dans certains spectacles et il m'avait vu dans un DVD, j'ai fait beaucoup de DVD, etc., ça s'appelait Pagali fait son cinéma, que sa maman, Joël Sevilla, que j'embrasse, je t'embrasse, Joël, si tu regardes, on sait jamais, hein, voilà. Ça l'avait beaucoup fait rire, etc. Donc, il m'a appelé pour me dire, j'ai un rôle, j'aimerais bien tourner avec vous. Moi, je savais pas. Alors, je vous envoie Dies Irae, c'était ça, le petit... Parce que, et quand j'ai vu, même à l'époque, à 17 ans, on avait quand même pas mal de boulot, donc on n'était pas à la rue non plus, quoi. Donc, quand j'ai vu j'ai reçu le court-métrage, on va appeler ça, là, je lui ai répondu tout de suite, mais je viens même en courant, quoi. Parce que le style d'humour, on est dans la même famille humoristique. Pas en train de dire qu'on a le même talent qu'Alexandre Astier, hein. Même si... Mais non, mais on va pas dire ça. Mais bien, on est dans la même famille d'humour, on le comprend facilement, même à des âges différents, totalement. Donc moi, ça s'est passé comme ça. J'ai pas eu de casting, de choses comme ça. Alors après, on savait pas ce que ça allait devenir, bien évidemment. Parce qu'il faut aussi comprendre quand même que c'était pas simple. Pour la 6, Bruno Solo, il a joué. Bruno Solo a vraiment joué là-dedans aussi. Après Caméra Café, vous avez quoi comme projet? C'est des mecs de la table ronde complètement débiles. Il sera plus tombé sur des gens, il dit attendez, mais c'est que ça me raconter là. Je veux dire, non, moi je veux la suite de Caméra Café, enfin un autre truc dans ce style-là. Bon, donc il faut aussi qu'à un moment donné, il y a des gens, je crois que Bruno Solo a insisté pour ça, que des gens disent ok, on joue le jeu, etc. Au départ, c'était quand même pas gagné, quoi. Bon, donc moi ça s'est passé comme ça. Il m'a appelé pour me dire j'ai un rôle pour vous. Alors j'ai dit c'est quoi? C'est un rôle de gros con. Je dis ben c'est fait pour moi, c'est bon, il y a pas de problème. J'ai rien à jouer, donc c'est tranquille, il y a pas de souci, quoi. Et lui, il a dit, c'est un rôle de grand con. Non, mais pareil, en fait, c'est assez vexant. Moi, il m'a dit, c'est un rôle pour toi. Ce qui est pire, c'est-à-dire que genre, je vais pas te dire que t'as un rôle de débile, parce que tu vas... Mais tu verras, c'est bien pour toi, il m'a dit. Alors, je vais reprendre vos mots, du coup. Get No Hero Pars, donc c'est un gros con et un grand con qui se rencontrent. Mais j'ai l'impression que derrière Get No Hero Pars, il y a aussi un aspect un peu dramatique, à la manière des personnages un peu de la commedia dell'arte, ces personnages qui gueulent pour exister. J'ai notamment en tête dans le livre 5, quand Arthur et Guenièvre sont en quête de la descendance d'Arthur, et qu'ils arrivent chez Get No, et au moment où ils parlent de la descendance, c'est Get No qui dit « On n'a pas le temps, nous autres, pour ces choses-là ». Et ce à quoi Ropars répond « Vous allez encore vous plaindre que nous autres paysans, on travaille trop, on se lève tôt, alors vous en foutez pas une rame du soir au matin ». Du coup, cet aspect un peu dramatique de ces personnages qui nous font rire, mais qui gueulent parce que c'est leur seule manière d'exister. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est l'essence même de ces personnages-là. Je crois que là tu as vu le truc de base, la commedia dell'arte, effectivement. Bon, Alexandre aussi, quelques origines italiennes, un petit peu du Sud. Bon, voilà, on voit qu'il n'a pas une tête de Norvégien, vraiment, de toute façon, vraiment, qu'on le voit. Mais
Oui, c'est la base même de ces personnages qui sont des gueulards pour survivre, quoi. Je veux dire, j'ai un spectacle actuellement qui s'intitule « Ça va râler ». Ça tombe bien parce que c'est un peu dans la même famille. C'est pas les paysans qui râlent, mais bon, les personnages qui râlent pour exister, qui sont peut-être même, on peut dire que Roparz et Guetnac, ça se trouve, ils s'adorent, ils ont même besoin l'un de l'autre, peut-être pour ça, ils vont, je sais pas, on peut imaginer, mais ils vont se taper sur la tête et s'engueuler en permanence parce que c'est une façon d'être et que ça permet aussi pour pas mal de gens dans le monde actuel, je veux dire, et dans le monde de l'époque, si c'est une métaphore du monde d'aujourd'hui, Kaamelott, je veux dire, des fois, gueuler, c'est une soupape, quoi. Sinon, on se transforme en cocotte minute, mais sans le truc qui tourne. Donc, si tu veux, t'as tendance à exploser rapidement. Donc, eux, leur façon de s'exprimer, c'est la gueulante, parce qu'après tout, ils ont peur de la vie, peut-être aussi, quoi. Parce que la vie est dure, parce que... Bon, alors ça, c'est le fond. Alors, dans la forme, après, c'est comique, bien évidemment, et c'est burlesque. C'est typique du cinéma italien, ça, des années 50, 60. Mais j'en dirai pas plus, qui a place à Roparz. Moi, l'analyse que j'en fais, c'est simple. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Ça va râler, dans laquelle je traite... qu'on m'a piqué comme la première. Pourquoi? Parce que aussi, mais ça, j'en ai gros, mais ça va passer. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il y a le côté, il y a le côté un peu grand guignol du truc qui fait que on peut faire passer des émotions, des choses sans que ce soit trop dans le pathos. Le fond est éminemment en fait triste et dur. Bien sûr, ouais. Mais on choisit d'en rire parce que c'est la seule façon de le traiter. Et nous, on grossit un peu le trait, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce d'urgence de ne pas voir la vie en face telle qu'elle est, parce qu'autrement, c'est quand même un peu dur. Le monde paysan à l'époque, il y avait plus de glam. C'était pas... Je crois qu'il n'y a pas de bon humour qui ne s'appuie pas sur le drame, sur le dramatique. Moi, ça, je suis fondamentalement convaincu de ça. Tout ce que j'ai écrit dans ma vie, c'est dans ce sens-là, en tout cas. Et là, je pense que c'est dans la même famille. Je veux dire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des gueulards, c'est des tarés, ils sont fous. Mais c'est la quête du Graal, c'est la quête même... Enfin, ils sont à la quête de quelque chose, tous, du bonheur d'être. Alors, c'est vrai, après, dans la forme, effectivement, on a affaire à des paysans qui s'engueulent pour un âne pouilleux ou qui veulent couper un âne en deux ou je sais pas quoi. On commence pas avec ça parce que ça peut... Ou une poule blanche qui m'a niqué. D'ailleurs, lui, il m'a bousillé la tête de la poule blanche alors qu'elle était à moi. Elle était à moi. Non, c'est pas le Après, je même vais partir en piquet diagonale, tu vas voir, ça va faire une descente directe, ça arrive bien comme ça va être, voilà, sur l'autel de la Barbarie. Bon, bref, passons. Donc, je veux dire, après, c'est ça la façon de dire. Mais le fond, quand même, c'est des mecs qui souffrent pour survivre, tout simplement, je crois. C'est ça qui fait la force aussi de cette série de Kaamelott. Voilà. T'es sensible, c'est ça ce que je te reprocherais. C'est plus ça que je te reproche. Tu tiens pas le coup face à une interview, ça chouine direct, c'est chiant. C'est chiant. Moi, je me tiens depuis tout à l'heure. Moi, je voulais dire, c'est comédie et drame, c'est deux faces de la même pièce. Oui, et hop, toi, tu prends de la drogue. Moi, je suis à sec, moi. Il n'y a pas de la formule, là? Moi, c'est à sec. Moi, je peux pas... J'ai dit devant la face caméra, deux faces de la même pièce, comédie et drame. Lui, il prend de démarre-toi avec ça. Il sniff de l'aspégique depuis 2 mois en croyant que c'est de la coke. Alors après, il dit, ça tombe, j'ai plus mal à la tête. Mais j'ai pas les moyens de... Tais-toi. J'ai pas les moyens. Tais-toi, pauvre paysan. Je fais avec ce que j'ai. J'ai de la drogue de pauvre. Mais sniffer de l'aspégique, je trouve ça nul, puis c'est tout. Non, j'ai de la drogue de pauvre. Tu type de la farine, au moins, tu peux... Malheureux. Tu peux te faire une miche. Ouais. On va laisser Guetno et Roparz un peu de côté pour parler de Serge et Gilles. Ah oui, parce que c'est plus cool. Parce que justement, vous êtes associé à ces personnages par de nombreuses personnes. Et j'aimerais savoir comment vous le vivez finalement en tant qu'acteur. Le rapport avec les fans, pour commencer, mais aussi en tant que comédien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé parfois de pouvoir être réduit à ce genre de personnage? Soyons sérieux 2 secondes, je veux dire, un comédien, quel qu'il soit, qui te dit que le fait d'être connu dans la rue ou savoir que des gens aiment le personnage que tu joues dans une série, il en souffre ou ça m'emmerde, bon, voilà quoi. Ah, peut-être que si on était Brad Pitt et effectivement et George Clooney, parce qu'on leur ressemble un peu, parce que les gens nous confondent souvent. Je comprends. C'est pour ça, bah oui, donc je veux dire, bon, j'arrête pas de dire je suis pas Brad, c'est pas George, bon. Mais donc peut-être qu'à ce moment-là, à niveau international, effectivement, ça peut peut-être casser les pieds, disons peut-être, je sais pas. Mais nous, on n'a pas de garde du corps non plus particulièrement, c'est-à-dire qu'on va pas non plus. Enfin, le fait d'être aimé, et on a tourné dans un film récemment qui s'appelait Dernier Vermouth, un film absolument avec des réalisateurs géniaux. Ils vont faire un long métrage, ils vont faire ils revisitent le mythe de Ben-Hur, mais en version paysan dauphinois. C'est très bien. Ils sont en train de réinventer le cinéma. On va en parler après du Dernier Vermouth, c'est prévu. Et les figurants, une partie des figurants qui sont venus pour certains de toute la France, étaient pour faire des
venus faire des zombies étaient des gars qui nous l'ont dit après, ils nous l'ont pas dit tout de suite d'ailleurs. Je trouve ça émouvant et touchant, mais ils sont venus en partie parce qu'ils savaient qu'il y avait les 2 paysans de Kaamelott, donc ils sont venus certains en moto, pas à l'autre bout de la France, mais presque, il y en a un qui est venu de très loin, pour faire le figurant, pour faire le mort-vivant comme ça, c'est vraiment pour le plaisir de rencontrer. Donc c'est très touchant, et c'est très émouvant. Un comédien qui a surtout pas envie d'être reconnu, c'est comme un peintre qui a surtout pas envie qu'on voit ses toiles, ou un musicien qui a surtout pas envie qu'on écoute ses musiques. Je sais pas si ça existe, mais alors... il y en a. Il y en a. Bon, c'est des vrais artistes, c'est pas comme nous. Nous, ça nous fait plaisir. On aime ça me pose aucun problème. Voilà, ça fait 17 ans que ça dure quand même. Hein. Donc je sais plus du tout quelle est la question, mais j'ai bien répondu. Oui, je trouve aussi. Sans connaître la question. Moi, j'ai répondu, j'ai fait mon boulot. Moi, vas-y, toi. Ouais. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que non, ça nous dérange pas. Non, franchement, comment ça peut déranger? C'est vraiment génial, c'est un truc unique. Donc ça peut paraître aussi assez angélique de dire ça, mais c'est que de l'affection, c'est que de la reconnaissance, et on n'a pas les inconvénients. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mettre encore de barrière anti-émeute, donc on arrive à circuler dans la rue. Ça reste jouable. Entre vous, il y a une complicité qui crève les yeux. On le voit là en ce moment depuis le début de l'interview. Et je me demandais du coup, donc vous avez joué ensemble sur Kaamelott, mais aussi sur d'autres projets. Et est-ce que dans vos différents projets, c'est important pour vous de vous entourer de proches? Parce qu'on sait par exemple que Kaamelott, c'est quelque chose qui est beaucoup fait en famille et entre amis. Est-ce que vous aussi, dans vos projets perso, chacun de votre côté, c'est important pour vous de jouer dans ces conditions avec des gens dont vous êtes proches? Ou est-ce que ça vous arrive aussi de faire des castings et de vous retrouver avec des inconnus? Et qu'est-ce que ça change? Vas-y, Proms. Non, mais c'est vrai qu'on adore travailler ensemble, et on se réserve toujours des moments pour se voir et pour se faire jouer, non, mais tout le temps. Moi, j'ai tourné dans beaucoup de ces courts-métrages et moyens-métrages, même, des fois des moyens longs, même, d'ailleurs, bon, on va dire, avec grand plaisir, sans poser de questions. Moi, toutes les pièces que j'ai écrites dans ma vie et tout, je l'ai toujours fait avec des gens que j'aimais bien. Enfin, je suis privilégié de ça. Je comprends ce que certains font. Pareil que Lutulet, c'était comme ça, quoi. Bon, il avait parlé du Lutulet, il aime bien t'entourer. Bon, bref. Alors, c'est devenu une star. Cinématographiquement, il pouvait choisir. Moi, j'ai jamais fait de casting pour dire... à choisir, je dois dire un truc. Quand je préfère un mec absolument génial, ou une nana géniale, à qui tu t'entends pas du tout, à qui t'es pas copain, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est presque aussi bon, peut-être même s'il a un petit peu quelques degrés en dessous, mais avec qui il y a une immense tendresse et une immense amitié. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc oui, moi, une de mes richesses, c'est d'avoir travaillé une grande partie de ma vie. Chaque fois qu'il m'a proposé de faire un truc, je dis oui, avant même de savoir les détails de ce que c'était. Je veux dire, il y a le plaisir d'être avec des gens qu'on aime. C'est une de nos richesses, en tout cas une des miennes. Moi, me sens jamais obligé dans des spectacles, j'en ai écrit 72 quand même, ça commence à faire. Son prochain film qu'il va faire, il m'a dit, je lui dis pas, attends, mais c'est quoi? Je lui dis, c'est un truc pour toi, un rôle pour toi, j'ai dit. Ok, oui, mais même, tu m'avais dit, même si tu m'avais dit, c'est pas pour toi, mais j'ai envie que tu le fasses, je viens, voilà, parce que je lui ai dit, c'est toi, je viens. Il n'y a pas de problème, voilà. Sauf si je suis mort, parce que maintenant, c'est marqué ça dans mes contrats. En cas de décès, l'acteur ne se présentera pas, parce que sûrement ça... Voilà. Donc, voilà. Non, moi, je ne bosse que sur l'amitié, la tendresse et le plaisir. La vie est trop courte. Enfin, malheureusement ou heureusement, il y a beaucoup de nos réponses qui sont interchangeables, parce que on a cette communauté d'esprit, on pense un peu pareil, on ne fait pas la même chose, mais on pense vraiment, on a une intersection de pensée, d'idées qui est importante. Donc, les réponses qu'il fait, j'ai bien fait de vous inviter ensemble, du coup. Ouais, ah bon, tant qu'à faire, ouais. Est-ce qu'il y aurait un souvenir ou plusieurs souvenirs de tournage sur la série Kaamelott que vous aimeriez partager avec nous? Alors, vas-y, toi, peut-être. Moi, j'en ai plusieurs, mais il y a vraiment il y a celui de la baignoire, où tous les deux, on s'est retrouvés dans cette baignoire, tous les deux. Ça, c'était un moment d'anthologie, on a vraiment rigolé. Parce qu'on a bien fait marrer le plateau aussi. La seule fois, la scène de baignoire au Cinoche, c'est entre nous deux, c'est pas de bol. C'est pas vénard. On est quand même pas très vénard. Ouais. Se retrouver avec lui. Mais c'est quand même toute la préparation sur le plateau. C'est une 3/4 d'heure avec une serviette autour de la taille, un peu en... On n'avait pas trop l'air con, un petit peu quand même. 40 personnes sur le plateau, avec ta truc, on est en train de remplir la baignoire, et en mode... un petit peu film de charme, quoi. Film de charme, oui. Ça peut vite passer à l'action. Bon, évidemment, je pense qu'on a vraiment bien ri. Il y a eu c'est quoi cet épisode où l'entente cordiale,
une ouverture de porte où tu m'attendais avec des poireaux. Non, c'est toi qui avais des poireaux. Ça, c'était infernal à tourner. Infernal en crise de fou rire à tourner. Donc, des crises de fou rire. Enfin, il y a eu des trucs comme ça. Il faut aussi préciser que l'Alexandre Astier... Non, mais l'Alexandre Astier à l'apostrophe était pas le dernier à prendre des crises de fou rire. On le voit souvent dans des bêtisiers, des trucs comme ça. C'est ce qui a créé aussi une ambiance superbe. C'est-à-dire parce que souvent, le mec, quand même, il est auteur, réalisateur, interprète. Bon, il pourrait se la péter, pas se la péter, mais bon, il était peut-être même plus que nous. Il a eu des crises de fou rire. Il est client, quoi. C'est ça qui est sympa. On sent qu'il aime les acteurs. C'est pas le genre de type pour qui c'est frustrant d'être réalisateur et de pas jouer la scène. Au contraire, il est client, il est là. Et il se marre, et quand il joue, il se marre aussi parfois. Absolument. Moi, je sais plus dans quel livre c'était, mais sur les moutons, c'est fastidieux, là, tout le passage, tout ça. Il y a une séquence dans la forêt, là. Là, il avait besoin d'une jonction, c'est la seule fois, parce que c'était peu improvisé ce qu'on faisait, c'était quand même très écrit par lui. Ah oui. Et là, il m'a demandé une improvisation réelle, on a fait l'improvisation dans la forêt, là. On parle de mais vous avez des maîtresses, des jumelles, deux jumelles, tout ça, etc. Bon. Et là, là, on a dû le refaire peut-être 10 fois, parce que c'est lui, il y a certains bêtisiers, on le voit, c'est lui qui craquait complètement, qui se marrait complètement. J'ai un souvenir aussi avec Gérard Morel, avec Gérard, n'importe quoi, j'ai un autre copain qui s'appelle Gérard Morel, je m'excuse, François Morel, excuse-moi François, quand il balançait une tome, il s'engueulait. Il balançait une tome, on a dû refaire 5 fois la séance. Chaque fois, il balançait une tome, elle tombait soit sur la régie, soit sur le truc. Un coup, elle est tombée sur la manette qui gérait le gaz. Il y avait il y avait du feu quelque part. Il est arrivé, c'est quoi cette merde? Il jette le truc, boum, sur la manette, le gaz à fond. Bon, c'est-à-dire qu'il c'est un très bon comédien, mais pas un bon lanceur. C'est pas un très bon lanceur. C'est pour ça qu'il a jamais fait les Jeux Olympiques, je crois. François, jamais, il a fait les Jeux Olympiques. Non. Bon. Mais l'ambiance était tellement bonne qu'après, si on réfléchissait, on pourrait en trouver plein d'autres. Hein. Lionel, il se marrait. Moi, je me souviens plus pourquoi, dans une cabane, tu te souviens de ça? Rien qu'il voyait notre tronche. Moi, j'arrêtais encore, mais je me mettais à côté de lui, comme ça, je regardais. Il me dit, ah non, me regarde pas. Je dis, te regarde pas. C'est pas ma faute, j'ai la gueule que j'ai non plus, quoi, tu vois. C'était dans une cabane, je me souviens. Oui, c'est dans une cabane, je sais plus, du coup, quel truc c'était. Dès qu'on arrivait, il se marrait. Il pouvait pas attaquer le truc parce qu'il voyait, il était mort de rire. Je dis, attends, mais j'ai rien fait, là, je suis arrivé. Il dit, si c'est ma gueule qui tirait, ça devient gênant, presque, tu vois. Et aussi Anne Giroir, tu te souviens, comme Anne, qu'on te faisait bientôt dans la taverne. On avait vraiment des gueules. Ah oui, bien allumé. Et il disait, ne les regarde pas. Elle disait, mais c'est impossible. Il dit, oui, je sais, mais il faut t'habituer. Elle était là. Elle me disait, oui, parce que tu vois déjà les gueules qu'on a naturelles. Bon, et elle n'arrivait pas à nous tu rajoutes les maquillages, etc. Bon, ça fait beaucoup. Oui, un cruchon, mais ça, c'est avant. Mais ça, c'est dans le truc des moutons fastidieux. Après ça, on part à la recherche de je sais pas quoi, là. Oui, avant, on se pionne la gueule. On se pionne la gueule. Un pigeon équipe, machin. Oui, tu as fait tourner un pigeon dans un... Elle ne pouvait pas nous regarder. Parce qu'on avait des gueules, mais ils avaient forcé le truc. Et Alexandre dit, mais il faut s'habituer, c'est comme ça. Donc tous les souvenirs sont des souvenirs de rire, en fait. C'est ça qui sort de la série. C'est qu'on sent beaucoup dans la série, c'est qu'on ne s'est jamais fondamentalement emmerdé.